Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je reprends rapidement donc là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Donc j'avais introduit les questions d'opposition, enfin la question de l'opposition entre la sémantique grammaticale et la sémantique lexicale, tout simplement parce que là nous sommes dans un chapitre consacré à la sémantique lexicale, donc pour caractériser ce sujet, il s'agissait bien sûr de clairement distinguer, enfin d'essayer de distinguer aussi clairement que possible le champ du lexical du champ du grammatical. Alors ce qu'on avait vu, c'était qu'en effet, la distinction, disons, semblait simple de prime abord, mais qu'il y avait un certain nombre de complications qui font que certains mots qui semblent a priori lexicaux peuvent très bien être employés de manière grammaticale et inversement, certains mots grammaticaux peuvent être employés de manière lexicale. Ce qui conduit des auteurs comme Victory, par exemple, ici, à considérer que cette distinction lexicale et grammaticale n'est pas une propriété binaire, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté les mots lexicaux, de l'autre côté les mots grammaticaux, mais un gradient le long d'un continuum. C'est une façon peut-être un petit peu technique de dire quelque chose de progressif. Hein. Il y a des mots plus ou moins grammaticaux, des emplois, disons, plus ou moins grammaticaux et des emplois plus ou moins lexicaux de certains mots. Hein. Donc on parle plutôt des emplois d'une unité que d'une caractérisation générale. Mais il reste tout de même que, je l'avais dit, que certains mots sont quand même assez nettement rattachés à une catégorie ou à l'autre. Alors ensuite, un autre problème concernant la sémantique lexicale était celui de la délimitation des unités lexicales. Alors on avait vu tous les problèmes autour du figement, et donc de la non-compositionnalité. Vous vous souvenez, on a vu le principe de compositionnalité chez Frege, qui était l'idée que une phrase ou un groupe de mots a un sens qui est la simple fonction des unités qui le composent, ou qui la composent, si c'est une phrase. Or, avec tous ces phénomènes de figement, on est un peu au-delà de la question de la compositionnalité, puisque là, si vous voulez, les unités de ce type ne sont plus toujours compositionnelles. Donc on avait vu un certain nombre de critères, hein, là en l'occurrence avec des expressions verbales, et puis je vous avais également montré deux choses complémentaires. D'une part, le fait qu'il y a des degrés de figement, donc des expressions plus ou moins figées. Par exemple, on avait vu qu'on peut vérifier que faire la pluie et le beau temps, casser sa pipe, enterrer la hache de guerre, ne réagissent pas tous, ces trois expressions verbales ne réagissent pas de la même façon à l'égard d'un certain nombre de tests. Hein, interrogation, négation, c'était quoi? Non, c'était, oui, transformation en interrogative, etc. Et donc ça montre que ces expressions sont non pas figées ou pas figées, mais plus ou moins figées. Et puis enfin, sur ce sujet, je vous avais présenté et j'avais commenté cette typologie des phrasèmes selon Meltchouk. Ensuite, on a continué à réfléchir sur la question de l'unité lexicale à partir de Saussure, oui, et puis après avoir rappelé la distinction entre mots et concepts, hein, ça j'y reviens très, très brièvement, c'est une distinction importante, hein, qu'on n'a pas toujours clairement à l'esprit, alors que finalement, même s'il existe du point de vue, disons, philosophique, toutes sortes de façons différentes de concevoir la notion ou le concept de concept. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un concept exactement? Bon, il y a plusieurs façons de le... Mais la distinction, en tout cas, entre mot et concept, là, ça c'est clair. Hein, parce que le mot, il appartient à une partie du discours, il a des propriétés grammaticales. Hein. Un mot, c'est un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe, une préposition, une conjonction, etc. Un concept, ça n'est rien de tout cela. C'est une pure signification, si vous voulez, ou une catégorie mentale sans rapport nécessaire avec une classe grammaticale donnée.
Donc c'est ça la différence, et on le voit bien là dans ce schéma avec l'opposition chez Gustave Guillaume entre l'idéogénèse et la morphogénèse. L'idéogénèse étant la genèse de l'idée, si on veut le dire littéralement, ce n'est pas tout à fait ça, mais simplement l'idée que c'est un processus d'isolement d'un élément à l'intérieur de l'ensemble, à partir de l'ensemble du pensable. Je veux dire quelque chose, donc j'extrais en partant du plus général vers le plus particulier, une notion, un concept spécifique. Et donc, au terme de l'idéogénèse, j'arrive à un concept spécifique. J'avais dit, par exemple, l'idée de courir, la course, etc. Ça, c'est un concept. Et puis ensuite, au terme de l'idéogénèse, je donne à ce concept des propriétés grammaticales. Et au lieu d'avoir le concept de course, je vais avoir le nom, la course, ou le verbe courir, par exemple. Oui? Non, ce n'est pas abstrait et concret. Alors, sauf si vous voulez considérer que le fait qu'il y ait des propriétés grammaticales rend la chose plus concrète, mais ce serait trompeur parce que ce qui est grammatical est aussi abstrait quand même d'une certaine façon. Non, c'est vraiment l'opposition entre le non linguistique et le linguistique d'une certaine façon. Le concept, il n'est pas attaché aux langues. Au fond, je vais en reparler tout à l'heure, là, mais on trouve des concepts, enfin, disons, c'est une thèse de dire qu'il y a certains concepts très généraux qui peuvent être communs, quelles que soient les langues considérées. Alors que les mots sont spécifiques aux langues, bien sûr. Donc c'est plutôt ça la distinction. Alors, ensuite, pour poursuivre la réflexion sur ce point, je vous avais présenté ou rappelé pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà, qui ont déjà travaillé un petit peu sur Saussure, mais là je suis allé vraiment à ce qui me paraît être une des choses essentielles chez Saussure, c'est-à-dire la théorie de la valeur. La théorie de la valeur qui conduit à considérer qu'au-delà de la notion de signification caractérisée par le rapport entre signifiant et signifié, où je vais dire, quand je dis la signification d'un mot, signification du mot chaise, eh bien, tout ce que je veux savoir, c'est quel est le signifié associé au signifiant chaise. Je veux dire, quel est le sens que je mets derrière ce son chaise. D'accord ? Et ça, c'est ce que schématise le signe saussurien avec ses deux faces, signifiant-signifié. Mais on a dit qu'une petite partie de la notion de signification dans la perspective saussurienne avec ce schéma. Parce qu'il y a une autre notion de signification qui est encore plus importante et qui est liée justement à la notion de valeur, c'est l'opposition des signes entre eux. Et le fait que les signes ne se définissent qu'en tant qu'ils s'opposent les uns aux autres, et non pas en tant qu'ils décrivent quelque chose. Et on avait illustré cela avec l'opposition entre mutton sheep d'un côté en anglais et mouton de l'autre, où on voyait bien qu'il y a une opposition entre mutton et sheep qui existe en anglais mais qui n'existe pas en français, ce qui fait qu'on ne peut pas superposer les signifiés ni de mouton et mutton, ni de mouton et sheep, parce que ces mots peuvent avoir le même référent, c'est-à-dire la même dénotation, ils peuvent renvoyer à la même chose, mais simplement ils ne renvoient pas de la même façon. Alors, j'avais aussi signalé que cette théorie saussurienne est fondamentalement binaire, c'est une théorie binaire du signe, puisqu'il y a signifiant-signifié et rien d'autre. Alors que les théories classiques du signe sont plutôt ternaires, en prenant en considération le monde, la pensée, et puis le son qui est associé au signe. Bon, alors on n'a pas du tout ça chez Saussure, en dépit de cette, ici l'auteur de cette synthèse sur le triangle sémiotique a intégré signifiant et signifié de Saussure, mais d'une certaine façon c'est une grossière erreur, parce que la théorie de Saussure est binaire, et vous voyez, il n'y a rien à droite pour Saussure, là, enfin en bas à droite pour référent, alors que quand on regarde Aristote, il y a parole, il y a état d'âme, il y a chose, bon, voilà, il n'y a pas le troisième terme chez Saussure, donc il n'entre pas dans ce type de schéma, en fait.
Bien, alors, maintenant, poursuivons en synthétisant, disons, les différentes parties, les différentes... Qu'est-ce qu'il y a dans une unité lexicale, hein, une unité lexicale, donc je vous rappelle, il est utile d'introduire ce concept d'unité lexicale en complément, si vous voulez, du concept de mot, parce que justement, avec les unités polylexicales, on a des unités lexicales qui sont composées de plusieurs mots. Bonjour. D'accord. Oui, je vous remercie. On a des unités lexicales qui sont composées de plusieurs mots. Hein, comme on a vu, par exemple, enterrer les haches de guerre, casser sa pipe, un cordon bleu, bon, tout ça. Un cordon bleu, ça veut dire quelqu'un qui cuisine bien, bon, c'est une unité lexicale, composée de deux mots. Donc on a besoin de cette notion d'unité lexicale. Alors qu'est-ce qu'il y a dans une unité lexicale? Bon, il y a d'abord le signifiant. Donc le signifiant, si c'est à l'oral, si je considère le signifiant oral, je vais avoir ici une suite de phonèmes. Hein, je ne vais pas développer sur la notion générale de phonologie, mais on a les phonèmes homme, le phonème O ouvert et le M. D'accord? Ça, c'est le signifiant oral. On a le signifiant écrit. Hein, j'écris homme. Alors ici, je l'écris de cette façon, mais je pourrais l'écrire de bien d'autres manières, à la main, etc. Et puis, il faudrait ajouter le geste dans les langues des signes des sourds, hein, qui sont aussi des langues, hein, et donc qui sont une autre sorte de signifiant. Donc là, ce sont des signifiants. Vous avez sans doute, on vous a sans doute déjà parlé, sauf si vous venez d'autres études que les études littéraires ou linguistiques, on vous a sans doute déjà parlé de l'opposition entre le plan phonétique et le plan phonologique. Hein. Donc je rappelle ça avec la notion de réalisation ou de perception du signifiant. Quand je parle du signifiant homme, je parle de quelque chose qui est une abstraction en fait, hein, parce que d'une personne à l'autre, si vous voulez, si vous faites un enregistrement du son réellement produit, ben, le même mot va être prononcé avec les mêmes phonèmes, mais sans doute avec des sons différents, selon que la personne a une voix plus grave, plus aiguë, selon qu'il va prononcer le O plus ou moins ouvert, etc., etc. Donc ça, c'est la matérialité du signifiant. C'est le son réel, concret, que je peux enregistrer. Le phonème, c'est une abstraction qui ne tient pas compte de la diversité possible des réalisations du signifiant. Un exemple tout bête en français. Hein. En français, on a un phonème R. Bon, vous pouvez le prononcer de plein de façons différentes, ce phonème R. Vous pouvez le prononcer R comme le RI, le R, disons, standard en français, mais vous pouvez le prononcer roulé, le RI. Hein, vous pouvez le prononcer roulé, ça ne change rien, c'est le même phonème d'une certaine façon, enfin c'est le même phonème, dans la phonologie du français, il n'y a pas deux phonèmes différents, comme, je ne sais pas, en allemand, il y a le re, ch, ach, zo, etc., qui s'oppose au r comme en français, donc il y a deux r différents si on veut. Bon, donc il y a toutes sortes de variétés possibles de prononciation d'un même phonème, et ça, ça caractérise deux plans différents, le plan du phonème et le plan de la réalisation matérielle du phonème. On pourrait dire la même chose pour l'écriture. Hein. Les graphèmes hommes, les graphèmes comme ici quand j'ai écrit le homme. Ben, si vous prenez, enfin je veux dire selon chacun écrit, chacun a une écriture qui lui est personnelle. On reconnaît par exemple l'écriture de quelqu'un. Mais ce seront les mêmes graphèmes qui vont être écrits. C'est-à-dire que dans homme, j'ai un certain nombre de graphèmes. Quelle que soit la personne qui va écrire homme sans se tromper, bien l'orthographier, elle va utiliser les mêmes graphèmes, mais l'écriture va être différente. Donc cette variété possible de la réalisation matérielle des graphèmes, c'est la même chose que la variété
possible des réalisations phoniques des phonèmes. Donc toute cette partie, la réalisation ou perception, parce que ça marche exactement de la même façon, quand vous percevez un phonème ou quand vous percevez visuellement une écriture, on est aussi dans un processus purement physiologique, matériel, à partir de choses qui sont très matérielles. Donc on est sur un autre plan. Il faut bien avoir en tête cette distinction. Ensuite, donc, une fois qu'on a posé les différents types de signifiants et puis la réalisation matérielle du signifiant, on a donc le signifié. Alors pour un mot comme homme, on va avoir deux signifiés. On va avoir par exemple être appartenant à l'espèce animale la plus développée, donc c'est homme par opposition à animal. Ça, dans la perspective sémique, on va dire que c'est le sème numéro 1. Dans la perspective, si vous voulez, comme on l'a vu précédemment avec le manuel, l'un des manuels français qu'on a étudié. Et puis le deuxième sens, ça va être homme par opposition à femme ou à enfant, donc mâle, adulte de l'espèce humaine. Donc là, on va avoir le SEM 1, bon, puisque un homme au sens 2, c'est d'abord un homme au sens de homme versus animal, mais pour avoir cette deuxième signification, on est obligé d'ajouter deux éléments de sens, d'une part que ce soit mâle et d'autre part que ce soit adulte. Bon, donc on a ici deux signifiés pour un même signifiant. Ce qui est un cas, on va l'examiner après, c'est la notion de polysémie, ce qui est un cas tout à fait courant. C'est le cas peut-être le plus général qu'on a un même signifiant pour plusieurs signifiés. C'est assez rare et c'est d'ailleurs presque uniquement dans les textes, pour les mots techniques, qu'on a vraiment un seul sens pour un signifiant. Une petite précision sur les évolutions possibles. Vous voyez, le mot homme au sens d'être humain. Il se trouve qu'il est aujourd'hui peu contesté dans la mesure où on peut en effet, dans la sensibilité contemporaine, estimer qu'il est anormal de caractériser l'ensemble de l'espèce humaine uniquement par le sexe masculin. D'où le fait qu'un certain nombre de personnes promeuvent par exemple d'utiliser l'expression les droits humains au lieu de dire les droits de l'homme. Vous avez peut-être entendu parler de ce genre de réflexion, de ce genre disons, préconisation ou d'analyse au sujet du langage. Donc il est possible, je ne veux pas faire de prédiction, mais il n'est pas exclu que ce sens 1 de homme là deviennent désuets et se perdent un petit peu de l'usage et que ce soit très très bizarre dans une vingtaine d'années de parler des droits de l'homme parce que je veux dire on ne comprendra homme plus que dans le sens 2 là, mâle adulte de l'espèce humaine. Parce qu'évidemment cet emploi de l'être humain, c'est-à-dire dire en gros appeler homme l'être humain en général, c'est au fond considérer que le prototype de l'espèce humaine, c'est le mâle, quoi. Ce qui évidemment aujourd'hui est totalement inaudible, enfin totalement inacceptable dans la perspective, disons, dans les perspectives contemporaines liées au développement du féminisme, etc. Et ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour cette raison que là, on pourrait avoir un changement, et ce ne serait pas pour autant une déperdition ou une déformation du français. Oui, vous avez... Non, pardon, j'ai cru que vous leviez la main. Alors, ensuite, quand on passe aux références, c'est-à-dire au fait non plus de parler de homme en général, mais de parler d'un homme en particulier. Ben là, vous voyez, on a, pour passer aux référents, par exemple un homme idéal ici, dans le titre du film, on est obligé, presque obligé, d'utiliser un déterminant. C'est-à-dire que là, ça ne va plus être homme dans le dictionnaire, mais ça va être un homme, cet homme, les hommes, etc. Donc, quand on passe, là, c'est ce qu'on appelle le passage de la langue au discours, c'est-à-dire la langue employée dans une situation particulière, on va désigner cette fois-ci
un référent particulier, le mot va avoir une dénotation concrète, enfin, je veux dire une dénotation momentanée. Et puis, il y a le concept, hein, le concept qui correspond à la catégorie. Donc là, je veux dire, à partir du mot homme, dans la mesure où j'ai deux signifiés, j'ai deux concepts, hein, j'ai deux catégories. J'ai la catégorie être humain en général et puis la catégorie être humain mâle adulte. Hein. Donc j'ai deux concepts pour ce même mot. Alors, quelques remarques. D'abord, le référent peut parfaitement être imaginaire. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle de référent et qu'on a l'air de dire dans la réalité le mot désigne telle chose, on peut très bien avoir des référents imaginaires quand cela correspond à des référents culturels assez largement partagés. Je ne sais pas, la licorne, le Père Noël, ce sont des choses qui n'existent pas. Hein. Je suis désolé de devoir peut-être décevoir certaines ou certains d'entre vous, mais qui, en fait, sont totalement identifiés. C'est-à-dire que le Père Noël, il est habillé d'une certaine façon, il a une barbe blanche, il est en rouge, etc. Enfin, bon, donc, on peut caractériser culturellement ces référents imaginaires. Hein. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle de référent et qu'on a tendance à dire le référent, c'est la réalité à laquelle renvoie le mot. Cette réalité, ça peut être une réalité, enfin, ça peut être un référent imaginaire. Hein. Bon, et puis ensuite, évidemment, on l'a déjà remarqué, d'une langue à l'autre, les unités lexicales ne recouvrent pas les mêmes concepts. Donc, évidemment, il n'y a pas les mêmes stocks de mots d'une langue à l'autre, et les concepts ne se retrouvent pas. Alors, ça veut dire que certains concepts n'ont pas de mots dans certaines langues. Alors, par exemple, on a vu là, avec sheep mutton, cet exemple tout simple, il n'y a pas de mot en français pour parler de la viande de mouton. Il n'y a pas un mot simple pour parler de la viande de mouton. Mais ça ne nous pose pas un problème. Ce n'est pas comme si on disait, il n'y a pas de concept pour la viande de mouton en français, donc on ne peut pas conceptualiser la viande de mouton. Ce serait ridicule de dire ça. Bien sûr qu'on peut conceptualiser la viande de mouton, mais on la conceptualise, au lieu de la conceptualiser avec un mot unique, on va la conceptualiser avec un syntagme, la viande de mouton, hein, viande de mouton, bon, avec une expression au lieu d'un seul mot. Alors, ça change quand même quelque chose. Hein. La question est de savoir exactement quoi. Mais alors, quelques exemples que j'aime bien citer, là, que j'avais trouvé il y a un an ou deux sur un site que je vous donne ici en référence. Je n'ai pas vérifié si le lien fonctionne toujours. C'est toutes sortes d'exemples un peu exotiques de cas où il existe des mots dans certaines langues qui n'existent pas du tout en français, ni même dans des langues qui nous sont familières, du type l'anglais ou l'allemand, l'italien, etc., mais qui correspondent à des concepts. Vous voyez, bon, par exemple ici, berlenggang en indonésien, marcher avec grâce en tenant sa main sur sa hanche. Bon, c'est facile à imaginer, hein, mais on n'a pas de mots pour ça, nous, en français, pour se limiter à ce cas-là. Bon, pourquoi ? Parce que, sans doute, cette attitude ne correspond à rien de spécial dans notre culture, alors que peut-être que dans la culture indonésienne, c'est un comportement, une façon de marcher qui correspond à quelque chose qui a une certaine importance. Hein. Je ne sais pas, moi, teguk, boire d'énormes gorgées à la bouteille, hein, quelqu'un qui boit de manière un peu comme ça, bon, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le mot qu'on ne peut pas conceptualiser, hein, c'est ça que je veux dire. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça change ? Et ça, c'est une question importante, intéressante, à laquelle on n'a pas une réponse très simple. Mais je vais vous donner un autre exemple pour essayer d'illustrer cela. Bon, ça, depuis, je reviens un peu à la question de l'évolution du féminisme et tout ça. Parce que depuis quelques années, ça ne vous a pas échappé, un mot nouveau s'est imposé dans les médias, et puis, bon, que tout le monde connaît, c'est le mot féminicide. Hein. Bon, ce mot, il n'existait pas avant.
Pourtant, il y avait bien, alors c'est quoi un féminicide, hein, vous le savez toutes et tous, mais précisons, c'est le fait qu'une femme meurt en raison de la violence d'un homme. Hein, par exemple, donc, une femme qui va être qui va mourir à cause d'un accident de la route parce qu'elle a traversé puis elle s'est fait écraser, c'est pas un féminicide, d'accord? C'est juste un accident. Féminicide, c'est les femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint ou parce que un homme jaloux les aura tués d'une façon ou d'une autre. Enfin bref, voilà, hein, tout le monde sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça change le fait d'avoir introduit ce mot alors que le concept était facile à concevoir? Mais ça ne change pas rien. Hein. Et d'ailleurs, il suffirait de regarder d'un peu plus près les débats qu'il y a eu autour de... Maintenant, il n'y a plus de débat, parce que le mot est entré dans les mœurs. Hein. Mais au début de son introduction, un certain nombre de personnes trouvaient que c'était totalement inutile, ça ne servait à rien, et que c'était une espèce de jargon ridicule de parler de féminicide. Bon, ça change quoi d'avoir ce mot par rapport à la situation où on ne l'avait pas? Ben, il me semble assez facile de s'imaginer que ça donne une sorte de relief à cette idée. Ça rend saillant ce concept qui était en quelque sorte masqué lorsqu'il était dépourvu, enfin masqué, il n'était pas aussi visible que lorsqu'il était pourvu d'une dénomination. Donc, ce qu'une sémiotisation change dans une culture donnée, c'est le fait que ça rend la dénomination, le fait qu'on ait donc une sémiotisation d'un concept, c'est-à-dire que le concept, tout d'un coup, il a un mot correspondant, eh bien, ça rend saillante la réalité à laquelle ce mot renvoie. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la conscience qu'on a de la violence masculine est beaucoup plus grande que celle qu'on pouvait avoir il y a une vingtaine d'années, hein, où on pouvait même avoir des chansons qui pouvaient célébrer un homme tellement amoureux qu'il a tué sa femme. Hein. Il y a une chanson de Johnny Hallyday comme ça, que c'est un peu vieillot tout ça, mais vous chercherez, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une chanson qu'on peut trouver bien et tout, mais qui raconte l'histoire d'un type qui était tellement fou amoureux qu'il a préféré tuer sa femme plutôt qu'elle le quitte. Et c'était perçu à une certaine époque comme une chanson d'amour, quoi. Hein. Alors qu'aujourd'hui, je veux dire, c'est évident que c'est une espèce de cinglé meurtrier, et c'est tout, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Bon, donc la perception a changé, nos mots changent pour ça. Alors, du coup, il y a des tentatives parfois d'introduire des mots nouveaux pour faire exister en quelque sorte des réalités qui existent déjà, mais pour leur donner un relief différent. Il y a un autre exemple, tout d'un coup qui m'échappe, que j'ai déjà entendu ponctuellement parce qu'il n'a pas du tout accroché. C'était un mot utilisé par plutôt l'extrême droite en France pour caractériser les meurtres de personnes blanches par des personnes non blanches. Donc, je ne sais plus quel était le mot précis, mais ça pouvait être un truc du genre un francicide, ou, vous voyez, on pourrait imaginer un mot comme ça. Hein, ça y est, encore un Français qui se fait tuer par un étranger. Ah, c'est un francicide. Hein. Alors,
Et on comprend que des partisans des idées de l'extrême droite aient envie d'introduire ce mot, parce que du coup, ça scandalise, etc. etc. Bon, ça n'a pas marché. Ce n'était pas ce mot-là, hein, mais c'était un équivalent. Là, ça m'échappe un peu. Donc, vous voyez, il y a quand même une sorte de bataille, en tout cas dans les médias, autour des mots. Je me souviens, par exemple, au moment du Covid, ça me revient là, un autre exemple. Des médias, pareil, très, très à droite, avaient essayé d'introduire le mot « les enfermistes ». Pour caractériser les personnes qui disaient qu'il ne fallait pas sortir de chez soi pour ne pas propager le virus, donc il fallait rester chez soi, et puis donc vous vous souvenez, on avait le droit d'aller se promener à proximité pendant une durée limitée, etc. Bon, ben, les personnes qui contestaient cette mesure nommaient ceux qui étaient favorables des enfermistes. Hein. Ce sont les enfermistes, ceux qui veulent nous enfermer et nous faire rester chez nous. Donc, bon, ça n'a pas du tout accroché, mais si on regardait, si on réécoutait les médias de cette période-là, c'est vraiment sur certaines chaînes de télévision, c'est vraiment quelque chose qui a été tenté. Hein. Ça n'a pas du tout accroché. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance si un mot va accrocher ou pas féminicide. Maintenant, c'est installé et ça ne disparaîtra plus. Hein, mais d'autres mots échouent et sont oubliés, sont tentés, etc. Donc, ça change bien quelque chose. Ce n'est pas juste, bon, voilà, on a un mot, on n'a pas de mot. Dans les deux cas, on peut conceptualiser, c'est sûr. Mais le fait qu'il y ait un mot ou pas change quand même quelque chose. Toutes ces idées sont d'influence entre la réalité, entre le langage et la réalité, sont issues dans la période contemporaine, hein, parce qu'il y a des antériorités, mais dans la période contemporaine, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Sapir et Worf. C'est-à-dire, vous voyez, ici j'ai résumé l'idée que la langue affecte nos actions, nos pensées, hein, conditionne en quelque sorte nos pensées. Et il y a deux versions, classiquement, une version forte qui est vraiment le déterminisme, c'est-à-dire que c'est absolument impossible de sortir de ce que votre langue peut dire. Hein. Donc là, c'est une version un peu trop forte, c'est-à-dire qui dirait, si vous n'avez pas ce concept, si vous n'avez pas ce mot dans telle langue, vous n'avez pas le concept, donc vous ne pouvez pas penser la chose. Hein. Bon, ce qui est excessif. Hein. En revanche, il y a quand même une version faible. La langue influence et forme la pensée et le comportement humain qui s'exprime dans cette langue. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus raisonnable. Il y a des travaux expérimentaux sur ce genre de questions. Hein. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des expériences connues sur la catégorisation, la dénomination des couleurs. Hein. Par exemple, en russe, vous avez deux mots pour dire le bleu, sini et goluboy, qui caractérisent ce qu'on dirait, enfin qui nomment ce qu'on nommerait en français bleu clair, bleu foncé. Hein. Nous, on a un seul mot, on a bleu, et puis après on dit bleu clair, bleu foncé. En russe, ils ont sini, goluboy. La question, c'est est-ce que la perception de la réalité, la perception des couleurs est différente entre les Russes et les Français? Les travaux contemporains tentent à montrer que oui. Hein. C'est-à-dire qu'un Russe, il ne peut pas ne pas voir la couleur soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Pour lui, c'est soit sini, soit goluboy. Il n'y a pas de bleu en général pour lui. Vous voyez? Donc ça change quand même la perception de la réalité, le fait. Bien que nous, on n'a pas de mots, mais on peut utiliser bleu clair, bleu foncé. Mais on voit du bleu quand même, globalement. Hein. Le Russe, il ne peut plus voir du bleu. Il voit forcément soit du sini, soit du goluboy. D'accord? Donc, ça change quand même réellement notre perception du monde, dans certains cas. Alors, voici une citation d'Édouard Sapir, tirée de son livre de 1958, Culture, Language and Personality. Les humains, donc, qui là caractérise plutôt la version forte du déterminisme linguistique, hein. Les humains ne vivent pas uniquement dans le monde objectif. Ils ne vivent pas non plus seuls dans le monde de l'activité sociale telle que comprise ordinairement. Au contraire, ils sont à la merci de la langue particulière, de la langue particulière qui est devenue le moyen d'expression dans leur société. Il est assez illusoire d'imaginer qu'on s'ajuste à la réalité essentiellement en dehors de l'usage de la langue. Donc on ne peut pas échapper à l'influence de la langue.
et que la langue est juste un moyen quelconque de résoudre des problèmes de communication ou de réflexion spécifiques. Le fait est que le monde réel est, dans une large mesure, construit inconsciemment sur les habitudes linguistiques du groupe. Il n'existe pas deux langues qui soient suffisamment similaires entre elles pour être considérées comme représentant la même réalité sociale. Là, il est question de réalité sociale. Les mondes dans lesquels vivent différentes sociétés sont des mondes distincts et non pas le même monde avec juste des étiquettes différentes attachées aux choses. Vous voyez, je trouve cette phrase que j'ai surlignée là en rouge dit bien, formule très bien, très clairement cette idée de relativisme linguistique. Nous voyons, entendons et faisons autrement l'expérience des choses de la manière dont nous le faisons, car les habitudes langagières de notre communauté nous prédisposent à certains choix d'interprétation. Donc là, il y a cette idée que la langue a un impact très fort sur la vie sociale et sur les représentations sociales. Donc ça nous conduit là à une version plus complète peut-être du triangle sémiotique. Alors si on prend signifié et signifiant non plus dans le sens saussurien mais dans le sens simplement, disons, neutre en linguistique, où le signifiant c'est le versant soit phonologique, soit graphique, soit gestuel du signe, le signifié au sens de la signification, et puis le référent réel ou imaginaire. Alors, je l'ai dit, le signifiant et le signifié sont spécifiques aux langues. L, là, ça veut dire spécifique aux langues, c'est-à-dire d'une langue à l'autre, ça change. Et puis, le signifié renvoie à un concept, c'est-à-dire à une catégorie, ou à des concepts ou à des catégories, et c'est à travers ces catégories qu'on va accéder aux référents. Donc, bilan sur à quoi sert une unité lexicale. Bon, l'unité lexicale, elle véhicule des concepts, et donc elle permet de catégoriser l'environnement. Donc il va falloir approfondir cette notion de catégorisation. On a vu qu'il y a des différences entre les langues de ce point de vue-là, et que les langues véhiculent des structurations conceptuelles différentes, mais qu'on peut imaginer que d'une langue à l'autre, il puisse y avoir des concepts différents, donc des concepts communs. Si vous êtes vraiment un déterministe absolu, vous allez dire non, il n'y a aucun concept commun d'une langue à l'autre parce qu'il y a trop de différences, etc. Mais ça, c'est tout à fait excessif. Par exemple, il y a des travaux sur des bases de données de 4000 langues, etc. Dans toutes les langues, il y a des mots, des concepts qu'on retrouve à peu près les mêmes pour certaines parties du corps, par exemple, pour le nez, la bouche, etc. Après, il y a des détails avec des différences, mais par exemple, en français, on distingue les poils des cheveux, alors qu'en anglais, on dit hair dans les deux cas. Bon, donc, il peut y avoir des différences. Mais il y a quand même des cas avec des structurations conceptuelles communes. Parce que quand même, il y a l'idée qu'il y a une unicité de l'espèce humaine, et peut-être qu'il y a des concepts de base qu'on va retrouver partout. Bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est produire ou comprendre une unité lexicale ? Produire une unité lexicale, c'est informer que j'inclus une entité dans une catégorie. Et puis comprendre une unité lexicale, c'est comprendre à quel type d'entité renvoie la catégorie. Je vais adopter une perspective qui pourrait être... qui est contestable, mais qui est la mienne parce que c'est une perspective plutôt cognitive, où je vais dire que les catégories ou les concepts sont vraiment des processus mentaux. C'est-à-dire c'est un processus mental, un processus cognitif, qui fait que je vais catégoriser des choses je vais mettre les objets qui m'entourent dans des catégories. Mais ça, c'est un point qu'on va tout de suite approfondir, donc ces deux notions de catégorisation et de dénomination. Donc,
d'abord, la notion de dénomination. Dénomination et désignation. Ça, c'est une distinction importante et qui rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir avec les exemples que j'ai donnés. Donc, une unité lexicale, c'est quelque chose qui est codé. Il faut l'apprendre pour la connaître, même si il y a un certain nombre d'indices. Par exemple, on va voir quand on a des mots qui contiennent des préfixes, des suffixes, etc. On peut deviner leur sens. Oui, rappelez-vous, au tout début, on avait dit agrammatisme. Bon, agrammatisme, tout le monde reconnaissait grammaire, reconnaissait le A privatif, tout ça. Donc, on peut avoir des indices sur le sens des mots, mais il reste que le sens des mots est quand même codé. C'est-à-dire que vous pouvez considérer que l'analyse étymologique, elle est une espèce d'outil utile pour la mémorisation et retrouver le sens, mais ça reste codé. Et la dénomination aussi présuppose l'existence de la chose qu'elle dénomme. Hein. Si je parle d'un ophtalmologiste, eh bien, je présuppose que ça existe, ce dont je parle, que ça existe dans un monde réel ou imaginaire. Hein. Bon, voilà. Donc c'est un peu ambigu ma façon d'utiliser le mot exister, mais je le précise. Alors, là où je vais l'illustrer à partir de l'exemple ophtalmologiste versus médecin spécialiste des yeux. Et vous allez voir, on va retomber un peu, mais sur un plan différent, sur la discussion qu'on vient d'avoir entre les unités lexicales, les mots qui sont utilisés pour sémiotiser des concepts, et les cas où je n'ai pas de mots, mais j'ai une expression. Alors, on pourrait dire, ophtalmologiste, c'est pareil que médecin spécialiste des yeux. D'ailleurs, vous allez sans doute trouver dans certains dictionnaires qu'est-ce que c'est qu'un ophtalmologiste? C'est un médecin spécialiste des yeux. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que dans un cas, il y a dénomination et dans l'autre, désignation? Dénomination, j'ai appris ce que veut dire ophtalmologiste. Même si je connais un peu le grec et que je peux deviner, peu importe, il faut que j'ai appris à un moment donné que ophtalmologiste, ça veut dire ça ou ça. Médecin spécialiste des yeux, là, c'est une désignation parce que je pars d'une catégorie très, très générale, médecin, et puis je spécifie. À l'intérieur de l'ensemble médecin, il y a l'ensemble des médecins spécialistes, et à l'intérieur de l'ensemble des médecins spécialistes, il y a les spécialistes des yeux. Donc là, je vais dans une, je vais l'expliquer tout à l'heure, là, dans une notion de restriction d'extension. Hein. Je restreins petit à petit l'extension, mais j'utilise des mots que, a priori, tout le monde connaît. Hein. Et je n'ai pas besoin d'apprendre le sens de médecin spécialiste des yeux pour comprendre. Hein. Si je comprends médecin spécialiste des yeux, je comprends médecin spécialiste des yeux. Pourtant, il y a une différence. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en général, on utilise une dénomination pour désigner quelque chose que, au fond, qui est plus précis, plus restreint que la désignation. Alors, prenez médecin spécialiste des yeux. En fait, pourquoi je considère que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'ophtalmologiste? Parce qu'un ophtalmologiste, c'est certes un médecin spécialiste des yeux, mais ce n'est pas n'importe quel médecin spécialiste des yeux. C'est quelqu'un qui a un diplôme d'ophtalmologie, qui a donc fait des études de médecine et qui s'est spécialisé en ophtalmologie. Mais on peut très bien imaginer que vous utilisiez cette expression médecin spécialiste des yeux pour quelqu'un qui fait de la médecine alternative, je ne sais pas quoi, moi, qui soigne avec des plantes ou avec des massages ou avec n'importe quoi, et que dans le champ de la médecine alternative, la personne se considérerait comme médecin d'une certaine façon, eh bien, il a une spécialisation autour des yeux. Hein. Dans ce cas-là, ce sera bien un médecin spécialiste des yeux, mais pas un ophtalmologue. Un autre exemple que je n'ai pas repris ici, mais que j'avais utilisé une année antérieure, c'est l'exemple du potelet. Un potelet, alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire à votre avis? Un potelet, P-O-T-E-L-E-T. Un potelet.
Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Un petit pot, alors c'est presque ça, c'est un petit poteau en fait, un petit poteau. Alors, on va dire potelet, petit poteau, ok, j'ai compris. Hein. Donc potelet, dénomination, un petit poteau, désignation, d'accord? Mais en fait, le potelet, ce n'est pas n'importe quel petit poteau. Parce que, bon, imaginez les poteaux électriques, par exemple. Et imaginez que vous travaillez pour installer des poteaux électriques et que vous avez des grands, des petits, certains qui vont faire 3 mètres, d'autres qui vont faire 4 mètres, j'en sais rien. Enfin, bon, voilà. Il peut y avoir des grands ou petits poteaux. Mais ce n'est pas ça un potelet. Ce n'est pas parce que vous allez avoir un poteau électrique plus petit qu'un autre qu'on va l'appeler potelet. Non, le potelet, ça désigne spécifiquement les petits poteaux qu'on utilise soit, vous savez, en les attachant avec des cordons pour délimiter des files d'attente au cinéma, par exemple. Alors, c'est soit ça, soit des sortes de poteaux comme ça qui font un peu plus d'1 mètre de haut qu'on met sur les trottoirs pour empêcher les voitures de se garer sur les trottoirs. C'est ça spécifiquement le potelet. Pourquoi on a donc créé un mot spécial? Parce qu'on voulait désigner une sous-catégorie bien spécifique. Ce n'est pas n'importe quel petit poteau. Un autre exemple avec dépoussiérer, là, dépoussiérer. Alors vous allez voir, qu'est-ce que ça veut dire dépoussiérer? Ça veut dire enlever la poussière. Hein. Mais si vous avez une poussière dans l'œil, est-ce que vous allez dire je vais me dépoussiérer l'œil? Ben non. Hein. Pourquoi? Parce que dépoussiérer, certes, c'est enlever la poussière, mais pas dans n'importe quel contexte. C'est enlever la poussière pour faire le ménage. Hein. Si vous enlevez la poussière si vous avez une poussière, par exemple, sur votre écran d'ordinateur, vous n'allez pas dire je dépoussière mon écran d'ordinateur, j'enlève cette poussière, c'est tout. Hein. Donc là, on a aussi dépoussiérer, c'est une dénomination qui donc a toujours un sens légèrement plus restreint que la désignation correspondante. Et là, on voit l'impact d'une dénomination, c'est qu'elle crée quelque chose qui n'existait pas avant elle. Tout à l'heure, j'ai utilisé féminicide, ça veut dire une femme est tuée, mais comme je vous l'ai dit, si une femme est tuée dans un accident de la route, par une autre femme, par exemple, ce n'est pas un féminicide. Hein. Donc ça veut dire que c'est une sous-catégorie de situation dans laquelle une femme est tuée. Oui. Eh bien, une définition, oui, mais vous voyez, par exemple, on va trouver les définitions, elles sont toujours un peu approximatives, parce que vous vérifierez, si vous voulez, sur vos téléphones, mais je n'ai pas vérifié la définition dans des dictionnaires usuels d'ophtalmologistes, mais je suis à peu près sûr que vous allez avoir quelque chose comme médecin spécialiste des yeux. Et ce ne sera pas une définition assez précise en réalité, mais elle est suffisamment précise pour l'usage général, pour comprendre ce que c'est, parce qu'on va comprendre ophtalmologiste par rapport à, je ne sais pas moi, par rapport à dermatologue, par rapport à, etc., une spécialisation médicale. Mais en effet, pour avoir une définition précise, il faudrait donner le détail, disons, pour avoir une vraie équivalence. Hein, il faut apporter des détails. Oui. Oui, alors, oui, dans le fond, oui, vous avez tout à fait raison. C'est comme ça qu'on retombe sur la théorie de la valeur saussurienne, en fait. Hein. Ouais. Ça va, pas d'autres questions? Alors, 2 types de dénominations, là je le précise, parce que c'est important, les noms propres et les noms communs, parce que ces dénominations, pour les noms, mais il y a aussi des dénominations, bien sûr, pour les verbes, les adjectifs, etc. Pour les noms, c'est important de comprendre qu'un nom propre, ça n'est pas du tout une dénomination au même sens qu'un nom commun, parce qu'il n'y a pas de catégorie. Un nom propre, il renvoie à une singularité, pas à une catégorie, jamais.
par exemple, si vous avez plusieurs personnes qui s'appellent Pierre dans une salle, chaque prénom renvoie à une personne spécifique et le fait de s'appeler Pierre ne fait, comment dire, toutes les personnes qui s'appellent Pierre n'ont pas de point commun à part de s'appeler Pierre. On ne peut pas dire que les pierres sont comme ci, comme ça, ils n'ont pas des propriétés, etc. Ce sont des noms propres. Donc, même si vous avez Paris, en France, il y a Paris, aux États-Unis, il y a une ville qui s'appelle Paris, c'est le même nom, mais ça n'est absolument pas la même réalité. Chaque nom propre renvoie à son référent de manière directe, sans passer par une description, par une catégorie. Donc, nous, on va s'intéresser évidemment beaucoup plus aux dénominations de catégories, et donc c'est pour ça qu'on est obligé de s'intéresser à la notion de catégorisation. Notez quand même qu'on peut passer de l'un à l'autre, hein. C'est ce qu'on appelle l'antonomase, techniquement. Bon, par exemple, Robert Tussy, j'ai repris cet exemple, le Mozart de la pizza, ça veut dire le Mozart de la politique, etc. Là, on utilise un nom propre, au fond comme un genre de nom commun. Hein. On pourrait remplacer par le génie de la politique ou le génie de quoi, de la pizza, etc. Donc là, il y a une bascule du nom propre au nom commun. Donc ça, à ce moment-là, le nom propre prend une valeur de dénomination de catégorie, une possibilité de dénomination des catégories. Alors, je vous renvoie à un article de Georges Kléber ici, qui est intéressant sur le sujet, en particulier sur la notion, là je ne l'ai pas indiqué, mais sur la notion d'iconicité de la dénomination. C'est-à-dire que, il y a quand même effectivement une spécificité du nom. C'est un peu ce que j'ai voulu expliquer tout à l'heure en disant qu'il y a quelque chose de particulier dans la dénomination. Et ça fait que le signifiant, il est employé spécifiquement pour ce signifié-là. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de signifiant différent pour un signifié identique. Hein. Chaque fois, les signifiés sont différents. Et parce que sinon, on n'aurait pas besoin de créer un mot nouveau. Voilà. Alors, ensuite, on va travailler sur la question de la catégorisation, mais on va faire ça après une petite pause. Voilà, à tout de suite. Alors, reprenons avec donc cette notion de catégorisation. Voici une première définition très approximative. Catégoriser, c'est traiter un ensemble de choses comme d'une façon ou d'une autre équivalentes, les mettre sur le même tas, les appeler par le même nom ou y répondre de la même façon. Donc, l'idée de catégorisation, vous voyez, il y a quand même l'idée d'équivalence, de similarité. On met des choses proches dans un même ensemble. Alors, par exemple, prenez ce petit tableau là, dans lequel on voit immédiatement, sans avoir besoin d'y réfléchir, des lignes de pommes, de poires, de tomates, et puis ensuite des petits jouets qui représentent des animaux. On voit tout de suite que chaque ligne horizontale correspond à une catégorie spécifique. C'est ça qu'on appelle une catégorie. Les tasses, là par exemple, même s'il y a des différences entre celles-ci et puis entre celles d'à côté, en différence de taille, de couleur, etc., on va dire que ce sont deux tasses. Ici, si on regardait bien entre les pommes et les tomates, les pommes les plus rouges sont relativement indiscernables des tomates, mais ça ne nous empêche pas de percevoir des catégories. Alors, maintenant, regardons, une fois qu'on a posé cette idée que on perçoit à partir des catégories, je précise quand même ce que ça signifie. Hein. Ça veut dire que quand vous voyez une chose, quelle qu'elle soit, autour de vous, vous la voyez presque nécessairement, sauf cas très particulier, comme un membre quelconque d'une catégorie. C'est-à-dire que quand je vois cette bouteille-là devant moi, je la vois comme un membre quelconque d'une catégorie générale qui sont les bouteilles, alors là un peu thermos, etc. Quand je vois un téléphone, c'est
un membre quelconque de la catégorie des téléphones portables ou un membre quelconque de la sous-catégorie des iPhones, etc., etc. Autrement dit, on ne voit jamais, quasiment jamais, sauf cas particulier, j'y reviendrai peut-être, les choses dans leur singularité. Je veux dire, à part vous, votre propre ordinateur, que vous voyez comme étant très spécial, c'est le vôtre, ce n'est pas juste un membre quelconque de la catégorie des ordinateurs, sauf le jour où il ne marche pas et vous vous énervez et vous dites « Ah, voilà, les ordinateurs de telle marque, ça ne marche jamais, etc. etc. » Bon, mais en général, on voit, même les personnes, on voit, quand vous voyez des gens dans la rue, bah, les personnes que vous ne connaissez pas, vous les voyez soit voilà, dans la catégorie, un membre quelconque de la catégorie des hommes, des femmes, des bruns, des blonds, des grands, des petits, des gros, des maigres, etc. Voilà, vous avez des catégories préétablies. On ne peut rien percevoir sans passer par les catégories, en fait. Voilà. Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas encore exactement comment ça fonctionne. Et c'est ça qu'on va essayer d'examiner ici, à partir d'un premier article très ancien, enfin, mais qui reste tout à fait intéressant, de William Leiboff, qui est plutôt connu comme un sociolinguiste, mais qui là avait fait une expérience proche donc, de la linguistique, ce qu'on ferait en linguistique cognitive, et il s'est intéressé sur les tasses, et sur, en particulier, c'est ça qu'on va voir, sur la frontière entre la tasse et le bol. Parce que, bon, bien sûr, on sait ce que c'est qu'une tasse, on sait ce que c'est qu'un bol, d'une manière assez, disons, si on a en tête des types de base de tasses et de bols, mais il y a un problème de frontière. C'est-à-dire que, à partir de quel moment vous allez avoir une tasse suffisamment grande pour tout d'un coup que ça bascule dans la catégorie des bols. Ce que Leiboff veut nous faire apparaître ici, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas une catégorie bien délimitée de tasses d'un côté et de l'autre côté les bols. Il y a en fait, encore une fois, c'est notre esprit qui sépare le continuum des choses. Mais il y a un continuum, il y a en fait une tasse plus ou moins large qui va, à un moment donné, être tellement large qu'on ne va plus l'appeler tasse, mais bol. Donc là, il y a une expérience, je ne me souviens plus des détails, mais peu importe, qui a été faite. On l'a demandé à des gens en prenant différents diamètres de tasse ou de bol, différents diamètres de récipients. Est-ce que c'est une tasse, est-ce que c'est un bol? Bon, alors, on voit que les gens répondent, quand on est, vous voyez, ça c'est le pourcentage de personnes, et ça c'est le diamètre. Donc à la verticale, le nombre de personnes en pourcentage, et puis à l'horizontale, le diamètre. Donc là, c'est la tasse la plus petite, et là, la tasse ou le bol le plus grand. Donc on voit que quand on n'a personne là qui va nommer bol en dessous de 1,9, je ne sais pas, centimètres, non, 1,9, non, ce n'est pas des centimètres. Donc je ne sais pas quelle unité a été utilisée, mais en dessous de 1,9, on va parler presque toujours de tasse, quoique il y a une baisse là entre 1,5 et 1,9. Mais à partir de 1,9, on va plutôt nommer l'objet, après 1,9, on va plutôt nommer l'objet bol que tasse, à partir du diamètre là 2,5. Vous voyez que c'est bol qui prend le dessus et tasse qui est en dessous. Donc il y a vraiment quelque chose de progressif, et notre catégorisation naturelle de ce qu'est un bol ou une tasse va changer en fonction donc du diamètre. Et encore là, ils ont mis une anse à chacun, on pourrait les enlever partout, même si dans la première, là, il n'y avait pas du tout de anse, une petite tasse sans anse, personne ne le nommerait bol en français. On va dire que c'est une tasse sans anse. Oui? Est-ce que, je pense pas, mais les 1,9, tout ça, ce serait pas le degré avant 2 ou avant 3, enfin des tasses, quoi. Imaginez que 1, ce serait donc la première tasse, 1,2, ce serait... Ah non, 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 non. Vous voyez, c'est écrit diamètre relatif. Okay. Alors, relatif, je ne sais pas exactement relatif par rapport à quoi, mais bon, peu importe. Je veux dire que là, on voit le diamètre qui augmente. Alors, ensuite, il a fait une deuxième expérience en mettant de la nourriture dans les récipients. Et en fait, ça change la perception. C'est-à-dire que dès qu'on met de la nourriture, dans la mesure où la nourriture solide, au lieu que ce soit un liquide, donc de la nourriture solide,
Comme on a du mal à associer tasse avec, en général, on ne mange pas de la nourriture solide dans une tasse, mais plutôt dans un bol. Du coup, ça change la perception, vous voyez, avec la nourriture, donc food context, ici, en pointillé, vous voyez que pour qu'on puisse commencer à parler de bol, ça commence beaucoup plus tôt. Donc ça montre encore une fois que la catégorisation, ce n'est pas du tout quelque chose de, mécanique, hein, mais il y a la prise en compte de toutes sortes de paramètres pour qu'on puisse dire que telle chose est dans telle catégorie et qu'on puisse dire spontanément hein, que telle chose est dans telle catégorie ou dans telle autre. La catégorisation dépend peut-être sur un biais de fonction arbitraire. Oui, là, il y a... Qu'on distingue, par exemple, on utilise comme culture les bols pour la nourriture. Voilà. Au lieu de les tasses, mais peut-être autre culture utilise d'autres... Oui, dans une autre culture, si on ne mange jamais de nourriture solide dans un bol, ça ne va pas avoir d'impact. Mais c'est la fonction qui distingue les catégories. Ben, ça dépend. Là, une catégorie peut être définie par une fonction. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'a l'air de faire apparaître cela, mais la frontière, a priori, hein, c'est ce qu'on voit ici. Là, ce que ça montre, ce schéma, c'est qu'indépendamment de la fonction, la catégorisation est basée sur le diamètre. Hein. C'est-à-dire que c'est à partir d'un certain diamètre qu'on va parler de bol. Et là, ça complique un petit peu la chose. Mais l'idée générale est de dire qu'on n'a pas des catégories fixes dans la tête correspondant à des espèces de définitions extrêmement rigides et tout ça. Bon, on va revoir ça d'une manière plus précise, mais d'abord, je donne un certain nombre d'éléments de vocabulaire technique, de sémantique. Hein. Il y a une hiérarchie dans les catégories. Il y a des catégories plus générales et des catégories qui sont incluses dans les catégories plus générales. Vous voyez, la catégorie d'animal inclut la catégorie de mammifères ou de oiseaux, etc. Hein, mammifères va inclure carnivores, etc., etc. Donc, techniquement, on parle d'hyperonyme lorsqu'on est dans une catégorie plus générale qu'une autre, et d'hyponyme pour la catégorie la moins générale par rapport à la plus générale. Donc, on va dire là, par exemple, que mammifère est un hyponyme d'animal, que animal est un hyperonyme de mammifère. Mais on dira aussi bien que mammifère est un hyperonyme de carnivore et que carnivore est un hyponyme de mammifère, etc. Ouais. Pardon ? Je ne sais plus. Non, c'est hyperonyme, hyponyme, oui. Ah oui, c'est la partie pour le tout. Oui, c'est ça. Le méronyme, c'est la partie pour le tout, en effet. Merci. Donc, ça, c'est un exemple concret d'application de la notion de catégorie au droit. Vous voyez ? Donc, quand vous faites du droit, on vous apprend ce que c'est qu'une personne physique par opposition à une personne morale. À l'intérieur de la personne morale de droit privé, de droit public. Dans les personnes de droit public, il y a à chaque fois des catégories, des sous-catégories. Et ce que ça vous montre, ce genre d'exemple, c'est que les connaissances qu'on a d'une certaine réalité, très souvent, les connaissances, ce sont des connaissances catégorielles. Connaître un domaine, c'est connaître les catégories et les sous-catégories. Hein, ça se limite très souvent à ça, nos apprentissages. D'accord ? Ça, voilà, ça c'est un exemple pour le droit. Je suppose qu'à un moment donné, les personnes qui font des études de droit apprennent ça. C'est un apprentissage de catégorisation. Alors, encore une notion vraiment essentielle pour la notion pour décrire ce que c'est qu'une catégorie, c'est la notion d'extension et d'intention. Alors, il y a deux façons de définir les catégories. Soit on les définit par une liste. Hein. Par exemple, si je veux parler des nombres pairs, les nombres pairs, c'est l'ensemble des nombres 0, 2, 4, 6, 8, etc. Ça, c'est une définition par extension, ou par énumération, si vous voulez, alors que ici, si je caractérise les nombres pairs en disant que c'est l'ensemble n l'ensemble des entiers naturels tels que il existe P avec n égale 2P, c'est-à-dire autrement dit, sont les entiers naturels divisibles par 2, et bien là j'ai une définition abstraite, si vous voulez, une définition qu'on appelle en intention ou en compréhension. Hein. Ça, c'est
le terme technique de intention avec un S. C'est vraiment la définition par propriété. D'accord ? J'ai donné la propriété des nombres pairs. Alors que là, c'est une définition qu'on va dire par extension ou par énumération. On donne l'ensemble des nombres qui sont pairs. Alors, avec un exemple linguistique, si vous prenez chien, une définition par intention, donc c'est la définition du dictionnaire, là j'ai pris par exemple le TLFI, c'est mammifère, carnivore, très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons et des troupeaux, à la chasse ou bien élevé pour l'agrément. Bon, ou bien élevé pour l'agrément, ça c'est une définition générale. Et puis la définition par extension, ça va être l'ensemble des chiens. D'accord ? L'ensemble des chiens. C'est un ensemble infini, bien sûr, hein, mais qui est évidemment un infini plus petit que l'ensemble des animaux, hein, puisque tous les chiens sont des animaux. Alors, ça conduit à une loi qui est très connue et qui est important de connaître, c'est la loi de Port-Royal. Hein. Si on appelle extension d'un nom l'ensemble des êtres ou objets auxquels il est applicable, bon, bah, par exemple, là, l'extension de chien, c'est l'ensemble de tous les êtres que je peux nommer chiens. D'accord ? Eh bien, la loi de Port-Royal dit que l'intention et l'extension varient en proportion inverse. Alors, j'explicite un peu, mais c'est une chose, au fond, de bon sens. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'intention, c'est le plus précis. On a dit que c'était la définition, là. Mais plus précisément, c'est le nombre de traits caractéristiques, le nombre de sèmes dont j'ai besoin dans la définition. Donc là, par exemple, pour définir chien, j'ai besoin de mammifère, de carnivore, j'ai une troisième caractéristique très anciennement domestiquée, une quatrième dressée à la garde des maisons, etc. Bon, j'ai un certain nombre de traits caractéristiques. Si je compare l'extension ou l'intention de chien et de mammifère, bon, vous serez d'accord avec l'idée ou de carnivore plutôt, on va dire carnivore. Hein. Je compare chien et carnivore. Bien. L'intention de chien est évidemment plus grande que l'intention de carnivore, puisque carnivore, je vais la définir juste à ce niveau-là, mammifère, carnivore. Un carnivore, c'est une certaine sorte de mammifère, bon, qui mange de la viande. J'ai besoin de mammifères qui mangent de la viande. J'ai deux traits caractéristiques. Donc mon intention, elle contient deux éléments. Par contre, si je veux définir chien, comme c'est un type de carnivore, je suis obligé d'ajouter des caractéristiques dans mon intention. Je suis obligé de dire mammifère carnivore, mais j'ajoute très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons, etc., etc. Donc l'intention de chien est plus grande que l'intention de carnivore. D'accord ? Ça veut dire tout simplement la définition est plus complète, est plus précise, elle a plus d'éléments. Les traits définitoires sont plus nombreux. Mais ça veut dire quoi ? Certes, l'intention est plus grande, l'intention de chien est plus grande que carnivore, mais l'extension, c'est l'inverse. Puisque carnivore a une extension beaucoup plus grande que celle de chien. Donc, ça veut dire que quand je prends une catégorie, si j'augmente son intention, je réduis son extension. Plus je donne des traits caractéristiques, plus mon ensemble se restreint, c'est évident. Hein. Plus je donne des traits caractéristiques dans ma définition, plus l'ensemble, c'est-à-dire l'extension, va se restreindre. Donc plus l'intention est grande, plus l'extension est petite. Et inversement, si j'ai un mot de grande extension, dans sa définition, je n'aurai pas besoin de beaucoup de caractéristiques. Donc c'est ça, cette loi de Port-Royal. L'intention et l'extension varient en proportion inverse, c'est-à-dire quand l'une grandit, l'autre diminue, et inversement. Bon alors, en termes de vocabulaire technique, on parle donc de l'extension d'une catégorie, de l'intention d'une catégorie, et puis on parle de membre d'une catégorie ou avec un anglicisme, instance d'une catégorie, un membre ou une instance d'une catégorie,
c'est un élément de la catégorie. Bon, bah, tel chien est un élément ou une instance de la catégorie chien. D'accord ? Alors, maintenant, je vais vous présenter deux modèles pour la catégorisation. En fait, une fois qu'on a compris ces notions de base d'extension, d'intention, d'hyperonymie, d'hyponymie, c'est-à-dire le fait qu'il y a des catégories de plus grande extension qui incluent des catégories de plus petite extension, on peut se poser la question de savoir comment ça fonctionne cognitivement quand on catégorise quelque chose. Alors, il y a une première théorie, premier modèle, qui consiste à dire, pour mettre quelque chose dans une catégorie, j'ai besoin de savoir quelles sont les propriétés caractéristiques des membres de la catégorie, quel est le dénominateur commun de la catégorie, et si je vois que certaines choses possèdent ces propriétés, je les mets dans la catégorie. Donc en gros, j'ai une définition, je vois un truc qui correspond à la définition, ça veut dire que c'est dans ma catégorie. Donc par exemple, vous prenez oiseau et la catégorie oiseau, là je prends vraiment, on ne parle pas des mots, on parle des catégories ou des concepts. La catégorie oiseau, je le caractérise par deux propriétés, vertébré et à plume. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est vertébré et qui a des plumes va pouvoir être mis dans la catégorie oiseau. Donc, si je vois un animal étrange, mais que je remarque qu'il est vertébré et qu'il a des plumes, aussi étrange qu'il soit, je sais qu'il est dans la catégorie oiseau. Et inversement, si je vois un animal étrange et qu'on me dit que c'est un oiseau, je dois en déduire qu'il est vertébré et qu'il a des plumes, même si ça ne se voit pas tellement. Ça marche dans les deux sens. La catégorie, elle est définie, j'allais dire elle est définie par une définition, mais la catégorie, elle est fixée par une définition. Une définition, c'est-à-dire par des propriétés, par une certaine intention. Donc ici, il y a deux éléments dans l'intention. D'accord ? Alors ça, évidemment, c'est quelque chose de très intuitif et ça paraît très normal de procéder comme ça. C'est comme ça que procèdent les classifications scientifiques. Là, je donne un exemple scolaire et vous retrouvez ici l'oiseau comme étant parmi les vertébrés qui portent des plumes. Donc vous voyez, on voit que là, on a la plus grande catégorie vertébrée qui a une grande extension et qui, à l'intérieur, contient les sous-catégories mammifères, oiseaux, reptiles, etc. Puis ça s'oppose aux invertébrés. Bon. Donc, à chaque fois, un spécialiste de zoologie, il a des propriétés et puis il va classer les espèces vivantes, animales, dans les catégories correspondant aux différentes définitions. Alors, donc, dans ce cas-là, ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes, il a les propriétés suivantes. D'une part, les catégories sont vraiment très clairement déterminées. C'est-à-dire que, je veux dire, il y a des propriétés. Donc, votre animal, si on prend la définition de l'oiseau, soit il a des plumes, soit il n'en a pas. Je veux dire, c'est du tout ou rien. On ne va pas compter le nombre de plumes et on ne va pas dire à partir d'un certain nombre de plumes, c'est un oiseau et s'il y en a moins. Non. Il y a des plumes ou il n'y en a pas. Il est vertébré ou il ne l'est pas. C'est vraiment une logique du binaire. C'est vrai ou faux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de flou dans les frontières des catégories. Et par ailleurs, ça signifie aussi que les membres de la catégorie ont tous le même statut. C'est-à-dire que si les oiseaux sont définis par le fait qu'ils sont vertébrés à plumes, tous les oiseaux sont oiseaux au même titre. Il n'y a pas des oiseaux qui sont plus oiseaux que d'autres. Ils sont tous oiseaux au même titre, au sens où ils sont vertébrés et à plumes. Bien, alors ça c'est bien joli, c'est un modèle absolument indispensable pour la catégorisation scientifique, mais est-ce que cela reflète la façon spontanée dont l'être humain fonctionne? Est-ce que, pour savoir si est-ce que j'ai besoin d'avoir en tête une définition de l'ordinateur pour vérifier si ce que je vois correspond à la définition, pour catégoriser les ordinateurs que je vois dans la catégorie ordinateur?
Bon, et puis, est-ce que donc, ça correspond à notre façon naturelle de catégoriser? Et surtout, est-ce que du coup, ça correspond à la façon dont les langues naturelles catégorisent, hein? Puisque, en fait, les mots qu'on a dans les langues viennent de notre façon naturelle de catégoriser. Alors, on peut en douter pour les raisons suivantes. D'abord, dans la catégorisation ordinaire, les frontières des catégories ne sont pas très nettes. Alors, on l'a vu tout à l'heure avec les bols et les tasses, qui est un exemple évident où on voit bien que la frontière n'est pas si claire que ça entre les bols et les tasses. Ça ne marche pas comme avec les vertébrés, les vertébrés, les invertébrés, avec l'opposition entre les mammifères et les oiseaux. Prenez des exemples tout simples, les meubles, les vêtements, bon, un pantalon, une veste, une jupe, une robe, etc. Ce sont des vêtements, ce sont des membres de la catégorie vêtements sans aucun problème. Mais est-ce qu'une ceinture, c'est un vêtement, par exemple? Oui, vous dites c'est un accessoire. Ben oui, ça c'est la catégorie qu'ont inventé les sites internet, enfin les vendeurs de vêtements dans les sites internet pour mettre tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie. Donc on peut dire que certes, la ceinture, vous n'allez pas aller acheter une ceinture chez un plombier, hein, vous allez acheter ça dans un magasin de vêtements. Bon, donc on est bien d'accord, ça a à voir avec la catégorie vêtements. Mais si je vous avais dit, donnez-moi une liste de vêtements qui vous vient à l'esprit, je pense que presque personne n'aurait pensé à mettre ceinture. Hein. Je veux dire, vous auriez dit veste, chemise, pull, chaussettes, est-ce que c'est des vêtements aussi? C'est pareil, c'est pas... Donc ce qu'on peut dire, c'est que la frontière entre vêtements et non-vêtements, non seulement elle est peut-être un peu floue, mais en plus, on voit tout de suite qu'il y a des vêtements qui sont beaucoup plus clairement vêtements que d'autres. À supposer qu'on mette la ceinture dans la catégorie des vêtements, les chaussettes dans la catégorie des vêtements, ben, ceinture et chaussettes vont être des vêtements moins représentatifs de la catégorie vêtements qu'une veste, une chemise, etc. D'accord? Même chose pour les meubles. Les meubles, bon, ben, une chaise, une table, un bureau, un canapé, tout ça, ce sont des meubles faciles, des membres évidents de la catégorie meubles. Est-ce qu'un piano est un meuble? Si vous êtes un déménageur, oui, c'est un meuble comme les autres. Si vous avez, comme beaucoup de personnes, ont un piano chez elles, mais personne dans la famille sait en jouer parce que c'est hérité de la grand-mère ou je ne sais quoi, bon, c'est un meuble aussi. Hein, bon. Mais si vous êtes musicien, c'est un instrument de musique, ça va être dans une autre catégorie. Mais prenez, je ne sais pas, une télévision, est-ce que c'est un meuble? Un réfrigérateur, est-ce que c'est un meuble? Vous voyez, là aussi, on a l'impression, bon, ça va être dans la télé, il y a la catégorie électroménager, tout ça, mais bon, on hésite en tout cas. Hein. Donc ça veut bien dire que dans notre catégorisation naturelle, tous les membres de la catégorie ne sont pas équivalents. Hein. Et puis on va le voir, certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées. Alors, c'est là, à partir de ce genre de constatation, qu'on a développé un autre modèle de la catégorisation qu'on appelle la sémantique du prototype. La sémantique du prototype, qui est fondée sur deux idées principales. La notion de prototype d'une catégorie. Alors ça va signifier une chose très simple, c'est que au lieu de catégoriser en regardant, disons, comme avec le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Je vous rappelle, catégoriser avec le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est avoir en tête une définition ou une catégorie définie par des propriétés, et ensuite vous allez vérifier si l'objet que vous voulez catégoriser possède ou non ces propriétés. La sémantique du prototype, elle ne va pas du tout procéder de la même façon. On va avoir un ou plusieurs prototypes de la catégorie et on va catégoriser par similarité avec le prototype. Exemple, bon, je vous donnerai un exemple après. Et puis il y a une autre notion qui est la notion de niveau de base que je vous expliquerai dans un instant. Alors pour illustrer cette affaire de prototype,
Voyez, ça c'est un exemple, un vieil exemple classique qui date des premières études sur ce genre de sujet. Bon, le prototype de l'oiseau, dans les contrées, disons, européennes ou là en Amérique, aux États-Unis, c'est la même chose. Le prototype de l'oiseau, ça va être par exemple le moineau, quelque chose de cet ordre-là. Donc, la catégorisation par prototype, elle va se baser sur l'idée que tout ce qui ressemble à un moineau va être très vite catégorisé comme un oiseau. Très rapidement, d'une manière globale. Mais dans la catégorie oiseau, eh bien, il y a des oiseaux qui sont moins oiseaux que d'autres. Donc, des oiseaux qui ont des particularités, par exemple, ou alors des oiseaux comme le pan ou le canard, là, oui, qui nage aussi, le canard, le pan ne vole pas, sauf erreur, mais surtout l'autruche, elle ne vole pas. Donc c'est pour cette raison que l'autruche est mise complètement à l'écart, enfin je veux dire, est vraiment aux périphéries de la catégorie oiseau. Parce que si on est un scientifique spécialiste de zoologie, il n'y a pas de différence entre une autruche et un moineau. Ce sont des oiseaux au même degré. Enfin, si, il y a des différences dans le détail, mais au niveau de la catégorisation oiseaux, ce sont des oiseaux au même titre, parce qu'ils sont vertébrés et à plumes. Mais pour les êtres humains que nous sommes dans notre vie quotidienne, un oiseau, c'est un petit animal qui vole. C'est ça notre expérience humaine de l'oiseau. Et c'est pour ça qu'on a du mal à mettre l'autruche, enfin je veux dire, à penser à une autruche quand on pense à un oiseau. Donc la catégorisation, elle se base, l'autruche n'est pas du tout le prototype de l'oiseau. Il y aurait la même chose, vous savez, pour tous les, comme le dauphin ou la baleine qui sont des mammifères et pas des poissons. Donc on va pas les mettre, le dauphin, la baleine sont vraiment la périphérie de la catégorie mammifère, évidemment, parce que dans notre expérience, ils se rapprochent beaucoup plus des poissons. Donc vous voyez, il y a une différence entre la catégorisation pour l'expérience de la vie quotidienne de l'être humain et la catégorisation du point de vue scientifique. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, un autre exemple avec les meubles, vous voyez, donc ça, ce sont des expériences, ce n'est pas juste des idées philosophiques, ce sont des expériences de psychologie cognitive qui ont été faites. On a par exemple demandé à des personnes d'écrire dans une durée limitée, mettons en 1 ou 2 minutes, écrivez le plus grand nombre possible de noms de meubles. Et on remarque que les gens écrivent en premier, chaise, table, canapé, etc. Et puis que quand télévision et réfrigérateur apparaissent, ils apparaissent, mais beaucoup plus loin. Ou alors on demande aux personnes, vous voyez comme ici, de classer sur une échelle de 1 à 7, on donne des listes de noms, et on demande aux gens de classer de 1 à 7, est-ce que ce sont des bons représentants de la catégorie meuble ou pas. Bon, ce sont des expériences faites avec des centaines de personnes et qui permettent d'établir qu'en effet, on a une catégorisation qui est basée sur des bons exemplaires, des choses très représentatives de la catégorie qu'on va appeler le prototype, et puis les autres qui sont moins représentatives. Donc la catégorisation par le prototype, elle se base sur la similarité avec le prototype. Donc pour une catégorie, vous avez un prototype, et pour catégoriser, il y a un calcul de similarité très, très rapide, très automatique, qui fait que vous catégorisez ou non. Et ensuite, je disais, il y a une deuxième propriété, il y a une deuxième caractéristique de cette théorie, enfin disons de ce modèle de la sémantique du prototype, c'est l'idée que les niveaux dans la hiérarchie des catégories ne sont pas équivalents. Alors ça, c'est une idée tout à fait géniale là aussi. Bon, tout à l'heure, on a vu, je vous ai donné un schéma où on voyait animal et toutes les sous-catégories possibles. Je vous montre de nouveau ce petit schéma, c'était ici, voilà. Donc là, c'est l'approche classique des catégories. Vous avez des grandes catégories et puis des sous-catégories, des sous-sous-catégories. Et on peut aller plus loin en haut, plus général. Au-dessus de animal, je pourrais mettre être vivant.
hein, et au-dessus de être vivant, je pourrais mettre être. Oui, bon, après, à part au-dessus de être, il n'y a plus grand-chose. Hein. Je veux dire, il y a vraiment... et en dessous, je peux aller encore beaucoup plus bas. Il y a sans doute des types de tigres, des sous-types de tigres, de lions, etc., etc. Bon, donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans disons, la version classique de cette théorie. Ça veut dire que quand vous voyez un objet, un animal, un objet, une chose quelconque, vous pouvez le nommer avec n'importe quel élément de cette catégorie. Par exemple, vous voyez un chien, vous pouvez dire c'est un chien, mais vous pourriez très bien dire c'est un vertébré, c'est un animal. Est-ce que tu as vu, ou alors par une sous-catégorie, est-ce que tu as vu ce caniche ou ce caniche nain à poil, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. En fait, il y a théoriquement une infinité de possibilités de nommer un objet en fonction, est-ce que vous le nommez avec un terme plus général ou plus particulier? D'accord? En théorie, rien n'empêche. D'ailleurs, souvent, vous voyez, dans les textes, on utilise un mot plus général pour éviter une répétition. Hein. Le chien de machin a fait ceci, cela, et après on va dire cet animal, hein. Donc on utilise un terme plus général pour reprendre, mais en fait j'aurais pu dire ce carnivore, bon, voilà. En théorie, hein, bien sûr. Alors ce que montre la sémantique du prototype, c'est que ces niveaux ne sont pas tous équivalents en réalité, hein, et il y a des préférences. En fait, on peut distinguer 3 niveaux, le niveau superordonné ou supraordonné, le niveau de base et le niveau infraordonné ou subordonné. Donc, par exemple, pour les animaux, là, chat, chien, lapin, c'est le niveau de base. Le niveau de base, c'est en fait la dénomination préférée. C'est-à-dire, si vous montrez à des gens une image de chien, spontanément, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils ne vont pas vous dire qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Ils ne vont pas dire c'est un animal. Ils vont dire c'est un chien. Et ils ne vont pas dire c'est un bulldog ou c'est un caniche. Ils vont dire c'est un chien. Donc il y a un niveau cognitivement préféré qui est le niveau de base. Et puis le niveau au-dessus, c'est le niveau superordonné, et le niveau au-dessous, subordonné. Hein. Et ça marche là avec les animaux, mais ça marche aussi, vous voyez, avec les fruits. Donc superordonné, c'est fruits, niveau de base, c'est pommes, et niveau subordonné, golden. Pour les meubles, superordonné, c'est meubles, niveau de base, chaise, et puis niveau subordonné, chaise pliante. Ça aussi, ce sont des résultats de protocoles expérimentaux en psychologie cognitive. Hein. On a montré, par exemple, par dénomination d'image, on montre à des gens, par exemple, une chaise, et jamais ils vont répondre c'est un meuble. Hein. Alors pourquoi il y a ce niveau de base? Pourquoi il y a un privilège de ce niveau de base? C'est important pour l'apprentissage, par exemple, quand on enseigne à des enfants, à des petits, évidemment, on va privilégier les niveaux de base parce que c'est ce qui est le plus utile. Et tout. Alors, quelles sont les propriétés des objets de base, hein, des objets du niveau de base, des objets basiques? Alors, ce sont les catégories les plus inclusives, donc on essaie de monter au plus général, hein, mais il faut que les membres possèdent des nombres significatifs d'attributs en commun, avoir des programmes moteurs semblables, des formes similaires, peuvent être identifiés à partir de formes moyennes des membres de la classe. Donc ça, c'est la définition de Roche. On peut synthétiser ou simplifier en disant la chose suivante. En fait, le niveau de base est en dessous, mais c'est surtout utile pour le niveau de base. Ils ont une gestalt commune, c'est-à-dire qu'on peut faire un dessin, on peut les représenter. Vous voyez? Donc, par exemple, quand on prend pommes, poires, etc., pourquoi les gens ne vont pas dire fruit? Parce qu'un fruit, vous ne pouvez pas dessiner un fruit, c'est abstrait, hein, alors que vous pouvez dessiner une pomme, une banane, etc. Donc, il y a l'idée que c'est le niveau de base, c'est le plus général, mais qu'on peut quand même encore dessiner, hein, se représenter de manière un peu concrète. Quelque chose qui a un peu une conséquence, disons qui est liée, c'est qu'il y a un programme moteur, ce qu'on veut dire, il y a une façon de l'utiliser. Par exemple, la chaise, elle sert à quelque chose de bien spécifique. Un meuble, en général, ça ne sert pas à quelque chose de spécifique. Hein. Quand on veut dire un programme moteur, ça correspond à une certaine utilisation.
une utilisation spécifique. On remarque que du point de vue psycholinguistique, le niveau de base, il est beaucoup plus rapidement identifié et il est appris plus tôt. Hein. Et puis, il est neutre, c'est-à-dire que c'est encore une fois une autre façon de dire que c'est le niveau préféré, mais ça veut surtout dire que si on utilise quelque chose de plus général ou de plus spécifique, il faut qu'il y ait vraiment une raison. Alors, par exemple, là c'est un exemple d'une linguiste Wiewirska qui dit la chose suivante, hein, quand vous avez une histoire de deux chiens, un caniche et un épagnol, on pourrait référer de façon répétée à chacun des deux chiens en utilisant le terme de sa catégorie sous-générique, donc caniche ou épagnol. Si vous avez deux chiens, hein, et qu'il y en a un caniche et un épagnol, c'est normal de dire le caniche a fait ceci, l'épagnol a fait cela, etc. Pour distinguer les référents l'un de l'autre. Mais dans une histoire avec un seul chien, s'il n'y a qu'un épagnol, pourquoi est-ce qu'on devrait l'appeler épagnol? L'épagnol a fait ci, l'épagnol... Non, on va dire le chien a fait ci, le chien a fait ça. Hein. Sauf raison très spéciale. Hein. Donc le niveau subordonné, il va être utilisé quand il y a un caractère spécial du référent. Donc, pour terminer, les thèses principales de la sémantique du prototype sont les suivantes. D'une part, la catégorie a une structure interne prototypique, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont... Il y a des prototypes et puis des membres beaucoup moins prototypiques de la catégorie, donc tous les membres de la catégorie n'ont pas le même statut. Ensuite, le degré de représentativité de l'exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. On va pouvoir dire que l'autruche appartient moins à la catégorie oiseau que le moineau. Les frontières de la catégorie sont floues. Bon, oui, par exemple, pour le dauphin, la baleine, tout ça, on ne sait pas trop, sauf si on entre dans des considérations zoologiques sérieuses. L'appartenance à une catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype, ça je l'ai bien expliqué. Et puis, la catégorisation se fait du coup d'une façon un peu globale. On ne va pas regarder propriété par propriété, contrairement à la catégorisation par conditions nécessaires et suffisantes. Hein. C'est une catégorisation globale, faite par similarité à partir du prototype. Voilà, alors tout cela est utile évidemment dans notre vie quotidienne parce qu'on passe notre temps à catégoriser. D'ailleurs, on ne peut même pas imaginer un être vivant qui ne pourrait pas catégoriser. Ça voudrait dire quoi, un être vivant qui ne peut pas catégoriser? Essayez d'imaginer, ça veut dire que si vous n'avez pas de catégorie, ça veut dire que vous n'avez que des singularités. C'est-à-dire que deux grains de sable sont deux trucs qui n'ont pas plus rien à voir, qu'un grain de sable et une chaise. D'accord ? S'il n'y a que des singularités, chaque être est fondamentalement unique et on ne peut jamais faire une catégorie en mettant deux, trois trucs dans le même... Hein. Bon, on ne peut pas vivre comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de vie possible de cette façon-là. Donc, on fonctionne avec des catégories. Et on ne peut pas ne pas catégoriser. Alors, ça veut dire aussi que si on ne peut pas ne pas catégoriser, ça veut dire qu'on a beaucoup de mal, en tant qu'être humain, à accéder à la singularité des choses, au fait que certaines choses sont totalement uniques et ne sont pas juste des membres quelconques de la catégorie. Alors ça, évidemment, l'œuvre d'art, là, nous aide à nous souvenir qu'il existe des singularités, hein, par exemple. Bon, après, évidemment qu'on peut avoir des singularités dans les personnes que l'on connaît, qui sont nos proches, mais même dans ce cas-là, je ne sais pas moi, vos parents, etc., vous les voyez comme des êtres singuliers. Mais à certains moments, vous allez les voir comme des parents, comme n'importe quels autres, qui, par exemple, s'inquiètent pour leurs enfants. Du coup, ils redeviennent de simples membres quelconques de la catégorie des parents, hein. Donc voilà, on oscille toujours entre la possibilité de la catégorisation et la difficulté, la possibilité, disons, le caractère totalement automatique de la catégorisation et la singularité qui est toujours difficilement accessible. Pas de questions? Bon, merci donc de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine je suis en colloque à Bordeaux, donc non, je ne suis pas là la semaine prochaine. Donc je mettrai un cours en ligne, hein, je suis désolé. Après, je suis présent tout le temps, mais là je suis encore absent malheureusement la semaine prochaine.